Bonjour, aujourd'hui on va faire le chapitre 3, la première partie, ça traite du routage dynamique. Ça fait partie du CCNA 2, version 6. Le plan de la présentation, on va d'abord faire un retour sur le routage dynamique. On va parler des fonctions des protocoles de routage dynamique. On va parler de l'utilisation du routage dynamique et du routage statique. Ensuite, on va introduire le protocole RIP V2. Puis on va voir comment le configurer. Les protocoles de routage dynamique. Les protocoles de routage dynamique sont utilisés dans les réseaux depuis les années 80. RIP a été introduit en 1988. C'est un des premiers protocoles de routage, mais ce n'est pas le premier. En fait, les algorithmes de routage étaient déjà utilisés dans ARPANET, qui lui remonte jusqu'à 1969. RIP va demeurer super intéressant dans le cours, surtout à cause de sa simplicité. On se rappelle qu'il calcule la distance simplement par le nombre de sauts que doit parcourir le message pour atteindre la destination. Dans la même période, il y a eu d'autres protocoles intéressants, par exemple OSPF qui a été introduit en 89. Des versions plus récentes des protocoles apparaissent aussi progressivement pour s'adapter aux changements, comme par exemple l'apparition des PV6. Le BGP, pour Border Gateway Protocol, a été introduit en 1995. Lui va permettre d'interconnecter des interréseaux. C'est le protocole qui est utilisé présentement par les fournisseurs d'accès Internet pour s'interconnecter. Finalement, on a un petit tableau en bas qui résume un peu les protocoles. Là, on voit RIP V2, RIP NG pour nouvelle génération qui supporte IPv6, EIGRP. Tous les deux ici sont des protocoles basés sur la distance, donc des vecteurs de distance. L'état des liens, qui lui est plus du type OSPF, V2 et V3, qui supportent respectivement certaines mises à jour, et V3 qui supportait IPv6. On a les protocoles de routage is. Finalement, le protocole de type BGP, qu'on vient de parler. Un protocole de routage, c'est un ensemble de processus, d'algorithmes et de messages qui sont utilisés pour échanger des informations sur le routage, qui va permettre de construire l'étape de routage et d'indiquer c'est quoi les meilleurs chemins en fonction du protocole. Les fonctions principales des protocoles de routage sont donc la découverte des réseaux distants, l'actualisation des informations de routage, la sélection du meilleur chemin vers des réseaux de destination, la capacité à trouver un nouveau meilleur chemin si le chemin actuel n'est plus disponible. Les principaux composants des protocoles de routage dynamique sont d'abord les structures de données. Donc, pour fonctionner, les protocoles de routage vont utiliser généralement des tables ou des bases de données. Les informations sont conservées en mémoire vive. Les protocoles de routage utilisent divers types de messages pour, premièrement, découvrir les routeurs voisins, échanger des informations de routage entre eux, et aussi pour effectuer d'autres tâches afin d'obtenir puis gérer des informations relatives au réseau. Les algorithmes, les protocoles de routage utilisent des algorithmes pour faciliter l'échange des informations de routage et aussi pour déterminer les meilleurs chemins d'accès. Les protocoles de routage vont donc déterminer la meilleure route vers chaque réseau. La meilleure route est ajoutée à la table de routage si elle présente une distance administrative la plus petite. Par exemple, si vous avez entré une route statique, la distance administrative va être de 1 automatiquement, à moins que vous en ayez spécifié une autre. Donc, les routes dynamiques vers le réseau de la route statique vont être ignorées tant que cette route statique-là est valide, parce que les routes dynamiques ont une distance administrative supérieure à 1. Le routage dynamique semble plus avantageux que le routage statique. En pratique, c'est souvent une combinaison des deux qui vont être utilisés. Le routage statique est principalement utilisé pour faciliter la maintenance des tables de routage dans les réseaux de petite taille qui ne sont pas amenés à se développer de manière significative. Ils vont aussi permettre le routage vers et à partir des réseaux d'extrémité, à savoir un réseau avec une seule route par défaut vers l'extérieur et aucune connaissance d'aucun des réseaux distants. Finalement, ils vont servir aussi à accéder à une seule route par défaut. Dans l'illustration, on a un exemple, par exemple R1, qui décide, qui à travers son message nous dit
Ben moi, je connais 2 petits réseaux ici, puis tout ce que je connais pas, au fond, je l'envoie vers R2. Ça va lui permettre d'atteindre internet ou les 2 LAN de R2. R2 de son côté, lui, il connaît internet et ces 2 LAN. Il dit: «Ben moi, je peux atteindre les 2 LAN de R1 avec, des routes statiques, qui sont entrées pour chacun de ces, LAN-là». Il y a donc 2 façons de le faire, dépendamment. Pour R1, ben, c'est sûr que le chemin par défaut, c'est la façon la plus simple parce que s'il n'est pas capable de rejoindre rien, il les envoie de ce côté-ci. Ça serait risqué pour R2 d'envoyer tout vers Internet ou vers R1, car bon, tout ce qui serait destiné vers Internet s'en irait vers R1 qui n'aboutirait pas ou qui reviendrait parce que R1 ne saurait pas quoi faire avec, il le renverrait vers R2. Donc on se ramasserait avec 2 routes par défaut qui jouent au ping-pong. Ou si R2 envoyait tout systématiquement vers Internet, ben là, on aurait un problème parce que est incapable d'envoyer des informations vers les LAN de R1. Donc, les 2 routes statiques ici semblent une très bonne solution. Les avantages et inconvénients du routage statique. Première chose, c'est facile à implémenter dans un petit réseau. C'est plus sécuritaire, donc contrairement aux protocoles de routage dynamique qui, eux, envoient des annonces, les routes statiques n'envoient pas d'annonces, donc ne vont pas publier des informations. Bon, il y a un aspect de prévisibilité du fait que ben, la route qui mène à la destination est toujours la même. Finalement, ben, il n'y a aucun mécanisme d'algorithme qui est nécessaire pour le routage ou la mise à jour. Par conséquent, ça va réduire les ressources nécessaires sur le processeur et la RAM. Les inconvénients, bah, ça convient aux topologies qui sont simples, aux usages spécifiques, comme par exemple pour faire une route statique par défaut. Ouais, la complexité de la configuration augmente rapidement avec la complexité, la croissance du réseau. Et finalement, bon, on a besoin d'une intervention manuelle qui est nécessaire pour réacheminer le trafic, par exemple en cas de route qui n'est plus bonne. De leur côté, les protocoles de routage dynamique vont permettre de gérer automatiquement les tables de routage. Dans la figure, on peut voir 7 routeurs qui offrent une certaine forme de redondance entre eux dans les routes qui sont possibles entre les réseaux. En cas de panne sur une route, ben, les protocoles de routage dynamique vont chercher une nouvelle route. Le routage statique, lui, va demander l'intervention d'un humain. On pourrait aussi utiliser des routes flottantes, mais ça serait quand même assez complexe rapidement. Dans le cas d'une expansion, le même problème de complexité va apparaître. Donc, si on quadruple le réseau comme sur l'illustration, on voit que la complexité devient exponentielle au niveau des routes statiques. Même sans la configuration des routes flottantes, juste les routes statiques d'un réseau comme celui-là, ça serait une tâche difficile à réaliser et à maintenir. Comme pour les protocoles de routage statique, le routage dynamique a aussi ses avantages et ses inconvénients. Les avantages, ben, c'est approprié pour toutes les topologies où plusieurs routeurs sont présents. C'est généralement indépendant de la taille du réseau, mais il y a quand même certains éléments qu'il faut prendre en considération. Ça va aussi s'adapter automatiquement à la topologie, donc pour réacheminer le trafic si jamais il y a des changements. Les inconvénients, ben, c'est peut-être un peu plus complexe à mettre en œuvre parce que ça demande quand même plus de connaissances là, au niveau de toutes les commandes qui sont disponibles. C'est moins sécurisé. Il y a des paramètres de configuration supplémentaires qui sont nécessaires pour améliorer l'aspect de sécurité, mais il va tout le temps demeurer que les messages vont être publiés puis peuvent être interceptés et utilisés. Bon, il y a l'aspect inverse de la prévisibilité de la route statique. Donc, la route va dépendre de la topologie en cours. Donc, s'il y a des changements, le chemin va changer. Donc, c'est difficile de savoir tout le temps exactement la route qui va être prise. Mais finalement, c'est plus exigeant sur la bande passante, la mémoire vive et les ressources du processeur. Le protocole RIP V2. RIP n'est pas un protocole qui est beaucoup utilisé de nos jours, mais il est intéressant au niveau de sa simplicité, puis va permettre de comprendre facilement les principes de routage. C'est pour ça que dans ce chapitre-ci, c'est celui qui est utilisé. Donc, dans la section qu'on va voir, on va faire un survol de la configuration du protocole RIP et voir sa vérification. Sur la figure, on peut voir un réseau de base là, qui est constitué de 3 routeurs, donc R1, R2 et R3, qui sont interreliés par des liens série et chacun de leur côté ont aussi un LAN. Au total, on a donc 5 LAN au niveau de cette configuration. Pour activer le protocole RIP, ben, il suffit de rentrer en mode de configuration RIP. On accède simplement
à partir de la configuration globale et on entre simplement routeur RIP, là, comme dans l'illustration ici. Une fois qu'on est rendu dans le mode de configuration RIP, on a accès à plusieurs commandes. On fait point d'interrogation, ça nous permet de voir l'ensemble des commandes qui sont disponibles. Celles qui vont nous intéresser, premièrement, ça va être Network. On va voir, ça va nous permettre de spécifier les réseaux qu'on veut diffuser. Passive Interface, là, qui va nous permettre de sécuriser un petit peu la communication du protocole RIP. Version, qui va nous permettre de changer là, entre la version RIP V1 et RIP V2. Le Auto Summary, nous, on va plutôt utiliser le No Auto Summary, qui va nous permettre, entre autres, d'enlever une restriction par rapport aux classes des adresses IP. Et la commande Default Information qui va nous permettre de propager une route statique par défaut. Par défaut, les routeurs exécutent le protocole RIP V1. Quand on rentre en mode de configuration RIP, c'est donc le protocole qui est actif par défaut. Pour activer les annonces pour un réseau directement connecté, il va falloir utiliser la commande Network suivie de l'adresse du réseau. Le masque du réseau est connu et s'applique automatiquement. Donc, si vous entrez par erreur 192.168.1.1, l'OS va utiliser automatiquement 192.168.1.0 et ne pas afficher d'erreur. Lorsqu'un réseau est activé dans la configuration RIP, il est annoncé aux 30 secondes sur toutes les interfaces qui sont connectées à un réseau activé dans le protocole RIP. Ça veut dire que maintenant R1 va diffuser des messages RIP en direction de R2, mais aussi en direction du commutateur qui est ici. Donc, ça va être diffusé sur l'ensemble du réseau. La commande Show IP Protocol va afficher les paramètres de protocole de routage IPv4 actuellement configurés sur le routeur. On peut voir le résultat de la commande sur R1 dans la figure. À côté du point 1, on voit que le routage RIP est configuré et s'exécute sur le routeur R1. À côté du point 2, on voit les valeurs des différents compteurs. Par exemple, on voit que la prochaine mise à jour de routage va être envoyée par R1 dans 16 secondes. À côté du point 3, on voit la version configurée du protocole RIP, qui est actuellement le protocole RIP version 1. Au point 4, on voit que R1 effectue actuellement la récapitulation au niveau de la périphérie du réseau par classe. Ça veut dire qu'actuellement, il ne supporte pas la classification des VLSM qui ne seraient pas directement sur une classe. Donc, par exemple, un /24, un /16, un /8. À côté du point 5, on voit que les réseaux par classe sont annoncés par R1. Donc, il s'agit des réseaux que R1 inclut dans ses mises à jour RIP, dans ses messages RIP. À côté du point 6, on peut voir c'est qui les voisins RIP qui sont répertoriés. On voit aussi leur adresse IP et la distance administrative qui est associée. Donc, dans ce cas-ci, on voit R2 a une distance administrative de 120, ce qui est la valeur par défaut pour RIP. Une autre commande qui est très utile, c'est Show IP Route qui va afficher toutes les routes de la table de routage. Donc, on peut vérifier que les routes distantes sont maintenant disponibles. On voit maintenant que pour R1, il détecte des routes qui permettent d'atteindre 192, 168, 3, 4 et 5, tous via 192, 168, 2.2, donc R2. Et on voit que les routes origines du protocole RIP. Par défaut, lorsqu'un processus RIP est configuré sur un routeur Cisco, il va exécuter le protocole RIP V1. Dans les faits, il envoie des messages RIP V1, mais il peut recevoir et interpréter autant les messages RIP V1 que les messages RIP V2. S'il est configuré par défaut, il va simplement ignorer les champs qui sont spécifiques à RIP V2. Pour activer RIP V2, il faut simplement entrer la commande version 2 lorsqu'on est en configuration RIP. On peut voir le résultat dans la figure. On pour toujours notre même réseau avec R1, R2 et R3. On rentre en configuration RIP et on rentre version 2. C'est tout ce qui est nécessaire. Donc, si on fait Show IP Protocol, maintenant on peut voir que la version est maintenant en version 2. Contrairement au mode par défaut, le mode RIP V2, lui, il ne va pas interpréter les messages de type RIP V1. Comme dans notre exemple, on a R1 qui est maintenant activé RIP V2. R2, lui, il est par défaut. La même chose pour R3. Donc, R2 et R3 vont diffuser des messages RIP V1. Fait en sorte que R2 va être capable d'utiliser les informations diffusées par R1, mais R1, lui, ne va pas être capable d'utiliser les informations diffusées par R2, car R2 diffuse encore des messages de type RIP V1. Si on veut que ça fonctionne, il faut que tous les routeurs soient
configuré en RIB-V2. Dans la figure, on voit d'ailleurs que R1 n'a plus de route distante parce que R2 et R3 sont encore en RIB-V1, donc le mode par défaut. Si au contraire, on voulait activer uniquement RIB-V1, on peut utiliser la commande version 1. Ça fait la même chose que version 2, ça active RIB-V1 et RIB-V1 uniquement. Pour retourner au mode par défaut, où le routeur va envoyer des messages RIB-V1, mais écouter des messages RIB-V2 et RIB-V1, on peut utiliser la commande No version. Tout comme RIB-V1, RIB-V2 récapitule automatiquement les réseaux aux frontières du réseau principal par défaut. Pour modifier le comportement par défaut de récapitulation automatique du protocole RIB-V2, on peut utiliser la commande du mode de configuration du routeur No Auto Summary. Cette commande n'a aucun effet quand on utilise le protocole RIB-V1 parce que lui fonctionne uniquement par classification avec les classes. Une fois la récapitulation automatique désactivée, le protocole RIB-V2 ne va plus récapituler les réseaux dans leur adresse par classe au niveau des routeurs de périphérie. Ce qui veut dire que maintenant, RIB-V2 va inclure tous les sous-réseaux et leurs masques appropriés dans les mises à jour de routage. La commande Show IP Protocol indique d'ailleurs à présent que la fonction de récapitulation réseau automatique n'est pas activée avec le message Automatic Network Summarization is not in effect. Par défaut, les mises à jour RIP sont transférées via toutes les interfaces compatibles RIP. Sans configuration spécifique, ça veut dire que tous les messages sont donc envoyés vers des interfaces qui sont peut-être même pas reliées à un autre routeur. Dans l'exemple, les messages seraient donc envoyés sur gigabit 00. On voit d'ailleurs ici que gigabit 00 est dans la liste de diffusion. L'envoi des mises à jour non nécessaires pose trois types de problèmes. Dans un premier lieu, il y a le gaspillage de la bande passante. Donc, la bande passante va être utilisée pour transporter des mises à jour qui sont totalement inutiles. En plus, puisque les mises à jour RIP sont diffusées ou multidiffusées, les commutateurs vont transférer également les mises à jour vers tous leurs ports. Il y a le gaspillage des ressources. Donc, tous les périphériques du réseau doivent alors traiter la mise à jour jusqu'aux couches de transport, le niveau auquel ils vont finalement ignorer la mise à jour. Finalement, il y a le risque de sécurité, donc l'annonce des mises à jour sur le réseau de diffusion, ça constitue un risque pour la sécurité. Donc, les mises à jour RIP pourraient être interceptées par un logiciel d'analyse de paquets. Les mises à jour de routage peuvent être modifiées et retournées au routeur avec des métriques qui seraient fausses, qui vont altérer la table de routage puis provoquer l'acheminement incorrect du trafic. Pour retirer une interface de la liste de diffusion des messages RIP, on va utiliser la commande Passive Interface suivie de l'interface qui est à retirer. On voit un exemple ici dans l'illustration où on rentre en configuration RIP. Ensuite, on dit Passive Interface sur gigabit 00. Si on regarde plus bas maintenant avec le Show IP Protocol, on peut voir que gigabit 00 n'est plus dans la liste des interfaces qui vont envoyer les messages et est maintenant rendu dans la liste des interfaces passives. On remarque que 192.168.1.0, lui, demeure dans les réseaux qui sont à diffuser. Donc, les informations concernant ce réseau-là vont continuer d'être propagées sur les autres interfaces de R1, mais pas sur gigabit 00. Dernier élément intéressant pour la section du chapitre actuel, c'est la propagation d'une route par défaut. Dans l'exemple, on voit que R1 a un lien qui permet d'accéder à Internet. Pour permettre à R1 d'envoyer des messages externes vers Internet, il suffit d'ajouter une route statique par défaut vers le fournisseur de services. On pourra aussi faire des routes statiques sur les autres routeurs, mais ça serait rapidement long et plus ou moins intéressant pour l'évolutivité du réseau. Heureusement, il est possible d'automatiser le processus à l'aide du protocole RIP. En effet, le protocole RIP permet de diffuser dans ses messages des informations sur la route par défaut d'un routeur. Pour que ça fonctionne, il faut uniquement deux étapes sur le routeur. Première étape, il faut configurer la route statique par défaut. Deuxième étape, il faut entrer la commande Default Information Originate en configuration RIP. Cette commande-là, ça indique au routeur de créer des informations par défaut et de propager les routes par défaut statiques dans ses mises à jour. Dans l'illustration, on voit l'exemple. Donc, on a R1 qui est en configuration globale entre la route par défaut vers 000 masse 0 sur l'interface Serial 001
vers l'adresse de tronçon suivant 209, 165, 200, 226 et l'adresse IP du fournisseur de service. Ensuite, il rentre en configuration RIP, il rentre l'information Default Information Originate qui va provoquer la diffusion de cette information vers R2 et éventuellement R3. Maintenant, tout pour la partie 1 du chapitre 3. On a fait un petit retour sur les protocoles de routage dynamique. On est revenu sur les fonctions des protocoles de routage dynamique, leur utilisation avec le routage dynamique et leur utilisation avec aussi le routage statique. Finalement, on a commencé à regarder le protocole RIB-V2. On a vu comment configurer le protocole de routage RIB-V2.